Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais vous présenter donc aujourd'hui sur le thème de la RGPD GDPR, les impacts sur le business et sur le e-marketing qui nous concerne. Merci beaucoup à SEMrush pour ce webinaire en ligne et à tous les présents. On va décomposer ce temps en quatre temps. On va simplement rappeler le contexte au niveau de la RGPD. On va pas tout aborder puisqu'il y a 99 articles. C'est long, complexe. Il y a beaucoup d'impact au niveau des organisations, des utilisateurs, des citoyens européens. On va simplement rappeler pourquoi le RGPD a été créé, quel est le contexte, et puis on va attaquer par la suite les impacts sur le e-marketing. Donc on va prendre 5 impacts concrets qui concernent, je pense, beaucoup de personnes. On n'aura hélas pas le temps d'aborder tous les points, mais on va aborder les 5 qui sont essentiels. Je vais vous présenter une méthode, un outil qui permet d'accélérer et d'organiser la mise en conformité, et on attaquera sur l'échange des questions que vous pouvez poser donc directement à Olivier le temps de la conférence. Alors, pour vous parler de nous simplement, très rapidement, rappeler le contexte, on a attaqué, nous, ce marché il y a 2 ans, en 2016, lorsque la réglementation a été adoptée. Donc, elle a été adoptée en mai 2016, en application, donc, comme vous le savez, le 25 mai 2018. On a fait le choix de développer un outil, une infrastructure logicielle par des avocats et des ingénieurs pour répondre à ces problématiques. Concrètement, nous, on vient du monde du SEO, on avait une agence digitale. On s'est posé la question en 2016, et on s'est simplement dit que c'était une opportunité, une vraie valeur ajoutée d'être conforme avant les autres. On a cherché des outils, on a cherché des solutions et on s'est rendu compte, comme évidemment beaucoup de personnes, qu'il n'y avait rien qui n'existait. Donc, on a travaillé pendant 2 ans sur ce développement-là, pour un développement donc, et une commercialisation qui a été très tard de notre outil. Après les 2 années, donc on a fait ça entre septembre et décembre dernier, 2017, ce qui était déjà un petit peu trop tôt, comme vous le doutez. Il y a beaucoup de personnes qui seulement se mettent aujourd'hui en conformité, malgré le fait que la réglementation est déjà active. En 2016, on s'est posé 3 questions essentielles que vous vous posez certainement aujourd'hui. La première, c'est comment faire pour se mettre en conformité, avec qui et sous quel délai. Donc ça, c'est des questions que tout le monde se pose. C'est des questions auxquelles on a voulu répondre, nous, et essayer de trouver la meilleure solution pour traiter la problématique du RGPD. On y reviendra juste après. Donc, le RGPD, pourquoi a été créé concrètement? D'après les chiffres de la Commission européenne, il y a 600 milliards d'opportunités par an pour les entreprises européennes, avec les données qui s'évadent aujourd'hui vers les États-Unis principalement, au grand bénéfice des GAFA. On estime qu'il y aura 20 milliards d'objets connectés en 2020. Parmi les données personnelles qui seront traitées, et parmi cette valeur, il y aura 50% des données qui viendront de ces objets connectés. Et on estime que c'est 1000 milliards d'euros. Donc là, c'est la valeur des données personnelles. Si on prend toutes les données personnelles dans le monde et tous les différents modèles économiques, organisations, entreprises qui peuvent travailler avec ces données, ça représente 1000 milliards d'euros. Voilà, donc cette vraie opportunité aujourd'hui, cette valeur et ces données, bah, le RGPD est là tout simplement pour rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire redonner la valeur de l'utilisation de ces données aux entreprises européennes et aux citoyens européens qui aujourd'hui bah, est principalement, comme on l'a dit, opéré au bénéfice des GAFA. Alors, la RGPD, c'est exactement à cela auquel elle veut s'attaquer. Elle veut simplement protéger les données, imposer des nouvelles règles. Donc, pour ça, il fallait se doter d'un outil qu'on n'avait pas, qui était une réglementation européenne qui permettait de protéger ces données, et notamment avec la particularité d'une réglementation extra-européenne, ce qui veut dire que des données d'Européens qui s'évadent vers d'autres pays, il fallait également les protéger. Voilà, donc l'idée, c'est de contrôler les données de l'Europe qui s'évadent vers des pays non européens ou alors des pays non européens qui traitent des données de ressortissants ou de résidents européens pour les protéger. Le chiffre que vous voyez là, c'est une étude qu'on a effectuée à la date d'anniversaire alors 35% c'était en avril, on était à 37% d'entreprises qui indiquent avoir démarré un développement de mise en conformité par rapport à la RGPD en date du 25 mai 2018. Le slide que vous voyez là, il résume un petit peu l'outil auquel s'est dotée l'Europe pour se protéger avec le RGPD. Alors, le RGPD, évidemment, il concerne toutes les organisations qui traitent des données européennes, de résidents européens. Il est constitué à 50%, on va dire, d'obligations ou d'articles de ce règlement qui protègent
les citoyens européens, et à 50 autres pourcents, on va avoir des articles qui vont imposer des nouvelles obligations aux organisations qui traitent des données. On peut résumer le RGPD en 4 points. Le premier, c'est donc des nouveaux droits, évidemment, pour les résidents de l'UE. La seconde, comme je viens de l'indiquer, des nouvelles obligations pour les entreprises. On a une nouvelle approche du droit qui est proche un petit peu du droit anglo-saxon. On n'a pas forcément l'habitude en Europe ou dans des pays comme la France d'avoir un droit avec des sanctions sans limite. Voilà. Alors ça, c'est très courant au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. On a un droit anglo-saxon qui permet d'avoir des amendes de manière quasi illimitée. C'est très nouveau en Europe, c'est pas courant, on n'a pas forcément l'habitude, on n'a pas forcément les outils, que ce soit même au niveau des assurances, par exemple, ils ne sont pas capables aujourd'hui de couvrir des risques si élevés ou de manière illimitée. Voilà. Donc c'est un petit peu les 4 points qui matérialisent et qui concrétisent ce RGPD. Alors, le RGPD, comme j'ai indiqué, c'est 99 articles. Il y a 28 pays signataires. Ces 28 pays signataires ont tous donc des autorités de contrôle, ils sont tous dans l'Union européenne. Ils ont, on va le voir par la suite, il y a un certain nombre d'impacts qui fait que certaines organisations qui sont extra à l'UE ou qui sont dans l'UE doivent effectuer dans certaines circonstances des démarches auprès des pays ou des autorités. Donc on peut avoir des cas un petit peu extrêmes dans lesquels on a 28 demandes à faire auprès des autorités de contrôle existantes pour lancer les démarches. On avait évidemment 2 ans pour s'y conformer, donc entre avril 2016 jusqu'au 25 mai 2018. Et la particularité, on va y revenir par la suite, c'est donc cette amende possible avec des pouvoirs d'injonction, donc qui permettent de bloquer, on va dire, l'activité. C'est très nouveau. Les pourcentages d'amende varient également, on va y revenir par la suite. Les amendes, on entend beaucoup parler d'un 4% ou 20 millions d'euros. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ça dépend des articles et du non-respect des articles par rapport au RGPD. Si on a un manquement par rapport au Privacy by Design, on va avoir une amende qui pourra aller jusqu'à 10 millions d'euros. On pourra avoir une amende qui représente 2% du chiffre d'affaires mondial sur l'ensemble des sociétés. Si on prend un non-respect sur, par exemple, des modifications gestion d'accès ou droit à l'oubli, là, on aura une amende qui sera plus forte, qui pourra aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. On prendra évidemment le montant le plus élevé, donc que ce soit 20 millions ou 4%, on prendra le montant le plus élevé, ça sera l'amende qui peut être imposée, qui peut être émise par l'autorité de contrôle ou la Commission européenne. Concrètement, en France aujourd'hui, comment ça se passe et quelles sont les lois que le RGPD vient compléter? On a historiquement donc, la première loi sur la protection des données personnelles date de 1978 avec la CNIL. En France, on a le règlement qui a été adopté donc en 2016, le RGPD. Donc on a une obligation de respecter et le règlement, le RGPD, et la loi sur la protection des données personnelles. Il y a, comme vous le savez peut-être, un nouveau projet de loi relatif à la protection des données au niveau de la CNIL, après la CNIL 2, qui lui a été soumis il y a quelques semaines et qui doit être adopté sous peu. Donc la contrainte et l'obligation qu'on a un petit peu en France, la CNIL a la possibilité de réajuster sa réglementation, enfin sa loi en France pour faire une proposition par rapport au RGPD qui a été adopté. Donc on a une obligation de respecter et la loi CNIL de protection des données personnelles et le RGPD. Alors, on va attaquer un petit peu le vif du sujet. Je voudrais juste faire un rappel sur un élément essentiel, c'est le traitement de données à caractère personnel. Concrètement, aujourd'hui, le RGPD, il protège les données sur des automatismes, sur des exécutions, des process d'ensemble de traitement des données à caractère personnel. Donc, il faut bien comprendre ce qu'est un traitement, il faut bien comprendre ce qu'est un caractère personnel. Je vais simplement faire un point récapitulatif un petit peu sur ces définitions pour bien recadrer ce spectre et qu'on puisse savoir et aborder par la suite les différents éléments par rapport à ces traitements de données et les impacts sur l'e-marketing concrète. Alors, on a 2 types de catégories de données personnelles. On a les données personnelles. Donc, on considère qu'une donnée personnelle est
est un élément qui permet d'identifier un individu de manière directe ou indirecte. On va le voir, on va voir la différence. Alors, des données civiles comme le nom, le prénom, la date de naissance sont des données qui permettent évidemment d'identifier quelqu'un de manière directe, mais on a d'autres éléments comme des données professionnelles, un simple nom, un simple prénom, ou des données comme des données de connexion technique permettent également d'identifier un individu ou une machine de manière indirecte et de retrouver par la suite qui est concerné. Les données personnelles ou familiales sur si je suis marié, le nombre d'enfants, toutes ces données personnelles sont également donc, des données dans la catégorie données personnelles qui permettent l'identification. On a toutes les données techniques de connexion, de log, les cookies également, donc toutes ces données qui permettent d'identifier une machine et de remonter indirectement à un individu. Les données d'ordre économique et financier, comme le montant d'imposition, le revenu, la tranche d'impôt. Donc, toutes ces données économiques et financières permettent de qualifier un individu et sont considérées comme données personnelles. Mais également toutes les données de localisation. On retrouve évidemment les données de GPS, les données alors aussi bien dans votre téléphone que dans votre voiture. Dès l'instant qu'on est capable de géolocaliser une machine, un véhicule, un téléphone à un endroit, on rentre dans le cadre des données personnelles. Les données sensibles, la particularité, c'est qu'on aura une obligation renforcée pour les organisations. Ce qui veut dire qu'on aura des mesures à prendre, on aura à justifier, on aura des mesures d'impact, les fameux PIA, des PIA, qui seront effectués sur ces données sensibles dans le cadre des audits. On a également dans ces catégories de données 6 groupes, donc les numéros d'identification, comme le numéro, par exemple, copie de passeport, de carte d'identité, de numéro de sécurité sociale, les données bancaires évidemment, les données biométriques, toutes les données qui concernent plutôt, on va dire, les instituts de sondage, des opinions philosophiques, politiques, religieuses, ethniques, les données de santé, qui aujourd'hui, comme les données bancaires, ont déjà un certain nombre de contraintes, mais qui sont considérées comme des données sensibles. On prendra le cas particulier, par exemple, des courtiers en assurance ou en crédit, lorsqu'ils collectent des données, la particularité de collecter des données de santé, ils collectent des données sensibles avec des mesures obligatoires renforcées donc, pour ce traitement des données. Pour finir, les données par rapport à un individu, donc ethnique, raciale, couleur de peau, la religion, toutes ces choses-là, donc sont des données sensibles sur lesquelles on a un certain nombre de mesures qui sont bien plus fortes lorsqu'on applique, lorsqu'on effectue nos audits sur ces données sensibles. Alors maintenant qu'on a bien vu, qu'on a refait le point sur ce qu'est une donnée personnelle à caractère personnel, éventuellement sensible, il est important de comprendre ce qu'est un traitement. Aujourd'hui, vous êtes un certain nombre connectés. Si je vous demande si je vous demande une définition précise de ce qu'est un traitement de données, j'en aurai peut-être une cinquantaine différentes. C'est quelque chose qui est assez compliqué. La définition que vous voyez là, c'est la définition qui a été traduite en France par la CNIL de la réglementation du RGPD. On estime que dès l'instant que l'on effectue une opération sur des données à caractère personnel, en utilisant un procédé, donc le procédé, c'est le simple fait, par exemple, de consulter un agenda. La consultation est un élément, est un procédé qui peut être utilisé. On estime que tout ce schéma entre les données, le procédé effectué et l'opération constitue un traitement. Donc la grosse problématique aujourd'hui pour l'ensemble des organisations, des entreprises, des associations, des collectivités, c'est de comprendre déjà ce qu'est un traitement, de cartographier les traitements et par la suite, bien évidemment, d'effectuer les audits par rapport à l'ensemble de ces traitements et de les lister et de les regrouper par finalité. Alors voici quelques exemples assez simples et courants. Aujourd'hui, on estime, nous, qu'une organisation, elle a au minimum entre 5 à 6 traitements organisationnels, donc la gestion du personnel, la gestion salariale, la gestion des fournisseurs, également la gestion de la communication, la gestion des accès, que ce soit les badges, les pointeuses, les clés, et éventuellement la gestion du système de vidéosurveillance. Donc on a au moins 5 ou 6 traitements qui sont communs à l'ensemble des organisations. Et après, on va avoir des traitements qui sont propres à l'activité de l'organisation, donc par rapport au business model, par rapport au métier que vous faites, par rapport à l'ensemble des données.
Vous voyez d'autres exemples qui sont affichés sur l'écran. La gestion du personnel, on en a parlé. L'agenda, le simple fait de consulter un agenda et d'accéder à des données personnelles en mode de consultation constitue un traitement. Mais également, bien évidemment, les réseaux professionnels, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, tous ces réseaux peuvent rentrer dans la gestion de traitement de communication, mais c'est des traitements à part entière. Alors, on va revenir sur le sujet de ce webinaire, hein, sur les impacts sur le marketing. Alors, il y a évidemment énormément d'obligations et énormément de points dans ce règlement. On pourra hélas pas tous les aborder aujourd'hui. On va se focaliser sur 5 qui sont des impacts qui sont, on va dire, assez génériques et que j'espère tous avez aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que le contexte aujourd'hui du RGPD, il modifie profondément donc, les habitudes et les manières qu'on a du marketing, voilà, ou du marketing. Les organisations ont besoin aujourd'hui de gérer de manière très différente leurs données. Il y a des impacts qui peuvent être lourds dans le cas de certains impacts comme le profilage, par exemple, ou la gestion de données à fort volume, tout ce qui est retargeting, emailing ou autre. On a évidemment conscience que les habitudes changent et qu'il y a des problématiques et des choses à mettre en place un petit peu complexes parfois. Alors, la première chose, je voudrais juste faire un rappel sur, j'ai pris 8 articles en exemple. Pour chaque article, on a des nouveaux droits pour les individus, pour les résidents européens. Ceux qui sont en gris clair ne sont pas du tout nouveaux, hein, depuis la première loi d'informatique et liberté. Il n'y a pas il n'y a pas en soi de gros changements. Il y a toujours des logiques de droit d'accès, de droit de rectification, d'oubli, de modification, de suppression, qui ont été un petit peu renforcés avec des nouveaux droits, notamment le droit à la portabilité. On en entend beaucoup parler, mais concrètement, on va revenir sur ce point-là, mais la portabilité, c'est simplement le fait de pouvoir avoir une vision globale de toutes les données qui sont collectées, par exemple, dans un site internet ou une organisation, de pouvoir les exporter et puis de les remettre à sa convenance dans un autre outil. Donc, c'est vraiment se dire, voilà, toutes les données que vous possédez, c'est les miennes, elles m'appartiennent. Donnez-moi une vision globale de ces données. Dites-moi ce que vous possédez, ce que vous en faites, comment, et exportez-les-moi et éventuellement supprimer toutes ces données. Le consentement, on va y revenir, c'est un point qui est essentiel, on en parle beaucoup, mais c'est bien, je pense, de rappeler un petit peu la logique de consentement. Concrètement, on va voir les logiques d'opt-in, d'opt-out, la généralisation, parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé au niveau de cette réglementation. C'est un nouveau droit au niveau du consentement, il y a des choses nouvelles. Et on fera un point également sur le profilage dans toutes les décisions automatisées, les automatismes par rapport à des données qui ont certaines particularités avec des nouveaux droits également. Alors, il faut savoir que l'élément clé, c'est évidemment les données à caractère personnel. Ces données, il y a un certain nombre de droits qui sont pour chaque utilisateur et qui lui permettent d'exiger à n'importe quel moment d'appliquer ces nouveaux droits. Donc, rapidement, l'acte droit d'accès, évidemment, le droit à l'oubli, donc suppression totale, droit de suppression, le droit de rectification, de modification, le droit d'opposition qui concerne le profilage, et le droit de portabilité, donc qui est tout nouveau, sur lequel on va revenir juste après. Alors, la gestion du consentement, on sait que la gestion du consentement doit être claire et explicite. Le RGPD impose une particularité, c'est totalement nouveau. C'est dans cette gestion du consentement, on a obligation de garder une trace de ce consentement en cas de litige par la suite. Ce qui veut dire que concrètement, si demain il y a une plainte qui est effectuée auprès d'une organisation, la société doit prouver qu'elle avait fait les démarches, qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait au niveau de la gestion du consentement. Elle doit pouvoir prouver le consentement de l'individu par rapport à son organisation, en indiquant trois points essentiels. C'est évidemment le traitement. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Donc, simplement, je les collecte, par exemple, si on a un formulaire de contact sur un site, ça va être, je collecte les informations pour vous fournir une proposition commerciale ou vous contacter téléphoniquement ou par email. Il va falloir indiquer évidemment une durée de conservation
dans lequel on s'engage à détruire les données passé ce délai, sachant que la durée de conservation doit être quelque chose de raisonné, on va dire, dans la mesure où la durée ne peut pas, on ne peut pas indiquer, par exemple, sur un formulaire de contact d'un prospect qu'on va conserver les données pendant 2 ans si, une fois qu'on a eu contact avec le prospect, on, on conclut ou il n'y a rien qui se passe. Voilà. Il faut que ça soit quelque chose de concret, qui ne soit pas compliqué, qui soit avec une durée de conservation évidemment qui est le plus proche possible par rapport aux données qu'on va échanger. Mais également, donc, la finalité du traitement, on doit de manière très explicite expliquer quelles vont être les données collectées, à qui elles vont être transmises et qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà, donc ça, les fameuses questions du qui, quoi, où, auxquelles on doit de manière très explicite l'indiquer et surtout garder une trace de ce consentement par rapport à un individu pour justifier par la suite en cas de manquement à ce problème. Un autre point qui est précisé dans la gestion du consentement qui n'est pas nouveau, évidemment, la gestion du désabonnement des destinataires doit être très claire, doit être très explicite, mais on va revenir tout de suite au niveau de l'opt-in et de l'opt-out. Alors, il y a deux particularités dans le RGPD. Le premier, c'est que les adresses email professionnelles, on a une généralisation de l'opt-in, ce qui veut dire qu'avant, on n'avait pas forcément de problème avant le 25 mai au niveau des données d'adresse, par exemple, email professionnel. Là, on a une généralisation de l'opt-in, ce qui veut dire qu'on doit avoir le consentement. On ne peut plus aller récupérer des données professionnelles nominativement de quelqu'un, par exemple, dans une société. On peut, titre d'exemple, on peut appeler une société et demander à parler, par exemple, au directeur commercial. Mais si je sais que le directeur commercial dans la société s'appelle Nicolas Dupont, je ne peux pas lui dire je veux parler à Nicolas Dupont ou lui envoyer un email directement en ayant deviné son email, par exemple. Il faut qu'il y ait un consentement, il faut que cette donnée à caractère personnel, donc professionnel, soit claire et obtenue. Il y a deux choses qui sont interdites, mais qui l'étaient déjà avant, mais ça a été renforcé, c'est évidemment l'opt-in passif et l'opt-out. Alors j'ai remis un petit peu les deux définitions de ces opt-in opt-out. Donc l'opt-in passif, c'est l'obtention de l'autorisation de manière explicite, donc bien indiquer comment on a obtenu les informations, ou à quel moment, pour quelle finalité, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données, à qui on va les transmettre, avec évidemment donc un opt-in renforcé qui doit être clair, explicite, compréhensible. Donc vous le savez, hein, pas de casse ricochet, il faut que ça soit transparent et que ça soit très simple et lisible dans les termes qui précisent la collecte de ces données. L'opt-out également, rien de nouveau, hein, il existe depuis longtemps, mais il a été renforcé. Donc le destinataire de la publicité, s'il ne s'est pas opposé, on peut évidemment pas adresser de message à ces personnes. Donc, ce que dit le RGPD, c'est de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Que ça soit très explicite. Et on va dire le gros défi, c'est de conserver la preuve de consentement explicite par rapport à des données à caractère personnel. Maintenant qu'on a vu la gestion du consentement, l'opt-in, l'opt-out, au niveau des bases de données, il y a une particularité, c'est tout simplement, donc on l'a vu, la gestion du consentement a été renforcée. Si aujourd'hui vous êtes propriétaire d'une base de données avant le 25 mai, que vous avez des contacts pour lesquels vous n'avez pas eu de consentement, ou vous n'avez pas pu prouver, vous n'avez pas les valeurs de prouver la gestion du consentement, et vous êtes donc interdit d'utiliser ces adresses marketing. Il faut réobtenir le consentement de ces adresses de manière explicite et éclairée. Donc c'est le premier point, hein. Il faut connaître la manière spécifique d'où proviennent les contacts, avec quel email, à quelle campagne ont été faits, avec quel accord et quel est le consentement qui a été obtenu. En cas de manquement, évidemment, il faut être prêt à présenter devant une juridiction ou une autorité de contrôle toutes les preuves et tous les éléments de réponse qui permettraient de répondre à ce consentement.
mais également vérifier pour toute votre campagne qu'il n'y a pas eu de campagne d'opt-out passif, d'opt-out, d'opt-in non éclairé. C'est un élément essentiel pour les bases de données. Il faut les requalifier. Et, évidemment, le but de RGPD, c'est dans une logique, donc on a vu au niveau de la data, d'avoir des données qui sont beaucoup plus quali, beaucoup plus explicites pour avoir une vraie valeur et de regagner la confiance entre les marques et les individus. Et pour ça, donc, il y a un travail à faire au niveau, pour évidemment regagner la confiance, il faut retravailler les données. Avec logique moins, donc vraiment moins de volume pour avoir quelque chose de beaucoup plus quali et avoir la meilleure confiance possible pour redonner de la valeur à ces données. On continue de dérouler les différents points du profilage. Alors, et les impacts du marketing. Le profilage, la question est souvent posée, c'est un cas particulier, il y a des nouvelles règles qu'il faut respecter. C'est quelque chose de complexe. Les trois termes qui ressortent de définition du profilage, c'est l'automatisme par rapport à un comportement dans le cadre de données à caractère personnel, sur lequel on va évidemment proposer donc des contenus soit interactifs, adaptés ou ciblés pour intéresser plus fortement un individu. Si on prend l'exemple de profilage, donc c'est facile, un homme de 35-40 ans qui est célibataire, qui vit en milieu urbain, je ne peux pas cibler spécifiquement cet individu si je ne respecte pas certaines règles qui sont claires et explicites dans le RGPD. La première chose, c'est que il faut avoir obtenu l'accord auprès de l'individu, avoir un consentement éclairé pour pouvoir accéder à ces données personnelles et le notifier qu'on va effectuer une opération de profilage dessus. Il n'est pas du tout, alors le profilage n'est pas du tout interdit avec le RGPD, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. C'est simplement qu'il faut que ça soit bien spécifié, que ça soit notifié à l'individu. Il faut respecter des logiques d'automatisme de manière humaine, on ne peut pas tout automatiser. Il y a un article donc l'article 21, qui est dans le droit de l'opposition, qui doit permettre à n'importe quelle personne de refuser qu'on traite ses données personnelles de manière automatique pour lui fournir par exemple du contenu adapté ou spécifique. Et une autre notion qui n'était pas présente avant mais qui est renforcée ici, c'est que tout simplement le profilage est interdit pour les mineurs. Voilà. J'aurais certainement, je pense, des questions sur ce sujet. Vous n'hésitez pas donc je vous rappelle, à poser vos questions à Olivier qui vous les remontera, qu'on pourra traiter par la suite. Il nous reste 10 minutes. Je vais aborder le dernier point on entend souvent parler des étapes de mise en conformité. Donc là, on a vu, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être compliqués à traiter, qui font intervenir évidemment tous les cœurs de métier ou différents services dans une organisation, une entreprise, que ce soit le service, que ce soit au niveau humain, RH, que ce soit les services de communication, de marketing, de technique. Ça peut être complexe lorsqu'on réalise un certain nombre d'audits sur l'ensemble des traitements qu'on a vus par rapport à des problématiques e-marketing. Ça peut prendre du temps, il faut bien le structurer et l'organiser. Le schéma que vous voyez là, on parle souvent de mise en conformité en 4 ou 6 points. Alors nous, on en compte un petit peu plus. La première chose, c'est de se lancer. En fait, si vous n'avez pas démarré votre mise en conformité, il faut le faire tout de suite parce que c'est un processus, comme on l'a vu, qui est complexe, long, qui fait intervenir un nombre de services importants, qui fait intervenir également une personne dans un certain nombre de personnes en interne, mais éventuellement en externe. C'est le cas de sociétés, par exemple, extra-européennes qui ont obligation de nommer un représentant dans l'Europe, avec également un DPO si elle traite des données sensibles ou qu'elle remplit les conditions de désignation d'un DPO. Donc la première chose, vraiment, le premier conseil, c'est de se lancer tout de suite, de nommer quelqu'un, un pilote de conformité, de désigner si besoin donc un représentant, de désigner si besoin et si conditions réunies un DPO. Voilà, donc une fois que vous avez votre première équipe, il va y avoir une phase après on va dire de démarche un petit peu plus administrative, donc la déclaration du DPO, prévenir le personnel, prévenir les sous-traitants, prévenir les clients également, que vous êtes dans une mise en conformité, que vous avez des démarches en cours. Tout ça, on estime que nous, sans logiciel, c'est très compliqué parce que comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre d'obligations comme la gestion du consentement, la gestion des litiges,
le cas, on n'en a pas parlé, mais évidemment, vous êtes au courant qu'il y a des registres de traitement des données qui sont à maintenir, dans lesquels, quand on a des co-responsabilités avec des sous-traitants ou des partenaires, bah, il faut qu'on partage ces informations, il faut qu'il y ait un registre de traitement des données qui soit partagé, qui soit mis à jour régulièrement. Voilà, comme notamment également la gestion des incidents, hein, on a l'obligation d'effectuer des études de mesurer les risques lorsqu'il y a un incident. Donc, si on prend le cas simple, par exemple, d'un disque dur avec des données personnelles qui est grillé, qui est jeté, donc il faut consigner l'incident, il faut simplement consigner, dire voilà, à telle date, il y a eu tel incident et d'estimer, donc, par exemple, le degré de mesure ou de risque est faible. À l'inverse, si on a un ordinateur qui est, par exemple, volé dans un train avec des données sensibles ou des données bancaires ou autres, que les mesures n'ont pas été prises, bah, le risque sera bien plus élevé. Il y aura des obligations à faire de déclaration auprès de l'autorité de contrôle qui peut remonter ça au niveau européen. Donc, toutes ces choses-là font intervenir un certain nombre d'acteurs, donc les sous-traitants, les clients, les partenaires, éventuellement l'autorité de contrôle si elle demande à accéder au registre de traitement des données. C'est pas gérable aujourd'hui avec des méthodes un petit peu, on va dire anciennes, à faire ça sous Excel ou autre. Il faut un vrai outil. C'est important d'identifier une solution logicielle complète qui permet de gérer bah, l'intégralité des obligations du RGPD, mais également le RGPD avant tout quelque chose du juridique, c'est du réglementaire, donc on a un certain nombre de points, de mesures légales qui sont à mettre en place, donc qui peuvent complexifier tout ça. Le DPO également intervient bah, sur toute la phase de mise en conformité et du maintien de cette conformité. Il intervient à différents moments, aussi au niveau du bilan, au niveau de la validation des audits, au niveau des mesures, au niveau des PIA, au niveau un certain nombre de points. Et donc pour coordonner tout ça, il faut un outil. Lorsque vous aurez identifié un outil, que vous aurez votre équipe et que vous serez lancé, que vous aurez fait vos premières démarches administratives, la grosse difficulté qu'aujourd'hui tout le monde rencontre, c'est de cartographier les traitements et de lister ces traitements. Une fois que vous avez, je dirais, listé les traitements, c'est beaucoup plus facile parce que vous allez pouvoir commencer à les auditer. Donc il y a énormément d'outils comme le nôtre ou d'autres, hein, même la CNIL fournit aujourd'hui alors pas la partie audit, mais fournit un outil qui permet de gérer l'étude de risque d'impact par rapport à des traitements. C'est, on va dire, un petit peu plus facile. Ça peut être long et fastidieux, mais quand on a déjà l'équipe, qu'on a lancé les démarches et qu'on a listé les traitements et qu'on a démarré l'audit, on a des premières mesures qui peuvent sortir pour atteindre donc l'objectif final d'être conforme et d'avoir pris toutes les mesures nécessaires par rapport à la protection de ces données à caractère personnel. Une fois que la mise en conformité sera faite, il faut évidemment la maintenir, donc maintenir les registres de traitement, maintenir la gestion des sous-traitants s'il y en a des nouveaux, bien vérifier que par exemple un sous-traitant est conforme ou s'il ne l'est pas, le prévenir, ou changer tout simplement de sous-traitant pour ne plus travailler avec. Donc il y a un certain nombre de choses hein, qui sont à maintenir au niveau de cette conformité. Voilà, qui peuvent prendre un petit peu de temps, mais c'est important d'avoir soit un outil, soit des personnes qui peuvent intervenir sur cette phase de mise en conformité. Il nous reste 4 minutes pour vous présenter rapidement notre solution. Alors, nous, on a fait le choix d'être vraiment un acteur qui permet d'accompagner tout type d'organisation ou tout acteur du marché. Ce qui veut dire que on se positionne vraiment comme une société qui ne souhaite pas avoir de concurrents. On veut vraiment être là pour accompagner soit des experts de RGPD, GDPR, soit une organisation. Donc, je parle d'organisation, mais une organisation, c'est une entreprise, une association, une communauté de communes, une commune, un groupe avec un certain nombre d'entités dans différents pays. L'idée, c'est vraiment de fournir un outil qui permet d'accélérer, d'organiser la mise en conformité et de s'appuyer sur une place de marché RGPD qui, elle, va permettre d'offrir un certain nombre de services sur lesquels nous, on n'est tout simplement pas spécialisés, sur lesquels on ne veut pas spécialiser. Donc, si je prends le cas par exemple, de l'assurance ou de la sécurité, ce sont des choses qui nativement sont intégrées dans notre outil, qui permet de répondre à des problématiques par exemple, de cyber assurance, d'audit,
d'audit de sécurité sur des sites internet ou des choses comme ça. Le gros avantage, c'est que, bien évidemment, nous, ça nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier, donc le développement d'une infrastructure logicielle dédiée. Et le second, c'est que l'ensemble des acteurs qui sont vraiment experts chacun dans leur domaine de compétences vont pouvoir intervenir pour traiter les différents services du RGPD auxquels nous, on ne serait pas capable de répondre. Et ça permet donc de couvrir toute la phase de gestion et de mise en conformité, on va dire de A à Z, par rapport à ces problématiques-là. Donc, vous le voyez, les différentes catégories, on a tout l'aspect sécuritaire, on a la mise à disposition de DPO qui sont, alors chez nous, uniquement des avocats. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas avocat ne peut pas être DPO. Donc, ce sont des DPO externalisés pour l'organisation qui permet de répondre à cette problématique-là. On a également tout ce qui est formation, coaching interne, s'il y a besoin de former des personnes sur le RGPD. On a toute la phase plus technique, on va dire, sur le data intelligence, sur lequel on peut intervenir également, les consultants qui seront capables d'intervenir sur la cartographie, sur les traitements, sur des problématiques internes par rapport au cœur d'activité de l'entreprise. Et également donc, tout ce qui est reptomisation par rapport aux bases de données, sur la gestion du consentement, l'assurance qui peut couvrir aussi bien les assurances cyber que DPO, que tout type d'assurance qui permettrait de couvrir une partie du risque de la RGPD. Donc on ne pourra jamais la couvrir en intégralité, mais on pourra couvrir certains risques. Alors là, vous voyez un certain nombre de modules qui sont intégrés nativement dans notre outil et qui répondent donc à un certain nombre d'obligations par rapport à la RGPD. On a évidemment toute la phase de mise en conformité, donc on va retrouver les audits, on va retrouver toutes les études de risque, on va retrouver les analyses d'impact, d'écart, on va avoir le plan de conformité automatiquement qui va être fait, on a un mode gestion de projet qui va générer toutes les tâches et qui va permettre d'affecter les tâches dans les différentes équipes de la société pour répondre à ces problématiques-là. On a je prends le module 3, qui est une obligation de documentation juridique par rapport à la mise en conformité. Donc, les DPO chez nous vont rédiger un certain nombre de documents, les mettre à disposition dans la plateforme, qui vous permettra de revoir, par exemple, vos contrats fournisseurs, clients, de prévenir votre personnel de la désignation d'un DPO, de vous alerter sur des modifications de la réglementation. Le gros avantage, c'est qu'on a une veille juridique permanente qui est effectuée par des avocats qu'on mutualise donc à ce niveau-là pour la veille, pour apporter un maximum d'informations à tout le monde et pour pas que vous ayez surtout à regarder tous les jours un petit peu ce qui se passe sur le RGPD ou GDPR. C'est fait de manière quotidienne et on a également donc un cabinet d'avocats qui est très connu, qu'on ne cite pas, mais qui intervient sur l'ensemble des 29 pays de cette juridiction. Voilà. Au niveau du maintien de la conformité, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez dû un petit peu le dire, mais on va évidemment donc traiter toutes les obligations de la RGPD, donc le bilan des PO, toute la gestion des incidents, des registres, aussi bien des sous-traitants, des clients, des traitements, avec évidemment donc toutes les notions nouvelles du GDPR, donc tout ce qui est portabilité, réversibilité, qui vous permet donc d'arrêter chez nous, si vous le souhaitez, quand vous voulez, d'exporter toutes vos données de gestion de mise en conformité. Alors, le module très important, c'est le module 4, donc, qui est la place de marché, qui va regrouper donc, tous les acteurs du RGPD dans le monde. Aujourd'hui, on est très présent en Europe, mais on a un développement mondial, puisqu'il n'y a pas c'est extraterritorial, donc il n'y a pas je dirais, de limite. Dernière particularité, c'est le multi-établissement, c'est-à-dire que si vous avez une société qui a 10, 15, 20 ou 50 filiales, vous pourrez gérer toutes vos filiales en mutualisant par exemple le DPO par rapport aux filiales. Donc vous aurez un outil spécialement pour le DPO, vous aurez une plateforme spécifique pour chaque entité, et puis vous pourrez superviser, on va dire au niveau le plus haut, l'ensemble des organisations et de manière automatique. Le schéma qui est là, c'est le schéma de gestion et de mise en conformité par rapport au workflow qu'on a mis en place. Donc simplement, c'est une souscription en ligne avec tout de suite donc, la génération de tâches automatiques qui vont, selon votre organisation, vous dire tout de suite, voilà, vous êtes en France, vous avez l'obligation, par exemple, par rapport au secteur d'activité et aux données que vous traitez, de faire X déclarations. Vous avez un certain nombre d'audits à effectuer, de traitements,
cartographie. Donc tout ça, c'est les choses que vous allez faire au début. Et le système, de manière intelligente, le workflow que vous voyez là, va permettre, donc, en fonction des différents audits et traitements, de créer donc tous les registres, de créer toutes les étapes de mise en conformité, avec un certain nombre de tâches qui seront réaffectées aux différentes équipes et qui, en amont, auront été générées et validées par le DPO, qui, en fonction des réponses aux audits, indiquera les mesures qu'il faut prendre pour atteindre la conformité. Ça va générer automatiquement tous les rapports et tous les plans d'action qui sont des documents donc, obligatoires dans le cadre du RGPD. Ça sera automatique, ça va se faire tout seul et ça permettra euh, de répondre très rapidement, on va dire, au plan de conformité pour avoir chez nous donc un certificat Gold qui permettra une attestation Gold de mise en conformité qui atteste que vous avez fait tout ce qu'il fallait par rapport à votre activité au niveau de la mise en conformité. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer la parole à Olivier.